L'ancien président Barack Obama poursuit sa tournée médiatique après la publication de ses mémoires présidentielles, un tome 1. C'est la semaine dernière que le 44e président des États-Unis publiait ce premier tome, Une terre promise. En 24 heures, les premières 24 heures, près de 890 000 copies étaient vendues. On a demandé à mon prochain invité de le lire pour nous. Je le joins à Los Angeles, Alain Mabanckou, auteur, professeur de littérature et de langue française à l'Université de Californie, écrivain. Bonsoir, Alain Mabanckou. Plaisir de vous retrouver. Bonsoir et merci de me réinviter dans cette belle séquence. Hey, écoutez, M. Mabanckou, je fais quand même une parenthèse parce que c'est ce qu'Obama souhaitait. Il a donné des entrevues depuis quelques jours à la presse américaine et il souhaitait une transition pacifique. Comment avez-vous réagi? Parce que ça fait même pas 1h30 qu'on sait que M. Trump a dit « Allez, le feu vert, il y aura une transition pacifique finalement. La fameuse gestionnaire des services administratifs va pouvoir aller de l'avant avec la transition. » Oui, vous avez raison. Je crois que Donald Trump a été, en quelque sorte, pris la main dans le sac puisqu'il voulait à tout prix qu'on ne puisse pas légitimer les résultats du Michigan, mais le Michigan qui est le grand État qui lui aurait permis de renverser les choses, reprendre les voix là-bas avant d'aller quêter celle de Pennsylvanie. Il fallait 4 votes pour certifier les résultats du Michigan. Et on en a eu 3, mais le 4e, c'est un républicain qui a suivi la ligne de Donald Trump. Et finalement, il ne pouvait plus. À ce stade, il n'a plus le choix que de laisser les choses se passer telles qu'elles se passent. Mais je me demande comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura cette fameuse poignée de main entre Donald Trump et Joe Biden? Mais ils vont prendre l'excuse de la pandémie, Alain Mabanckou. Ils vont pas se serrer la main, ils vont porter le masque. Il sera peut-être pas là le 20 janvier. Cela dit, la dernière fois qu'on s'est parlé, parce que je vais venir au livre dans un instant, parce que dans ce livre, quand même, Barack Obama parle de panique quand on a vu, dans certains milieux, quand on a vu un président noir. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous parliez beaucoup de la Géorgie. Or, on sait que le match final, la dernière manche, ça va se jouer le 5 janvier pour l'élection des 2 sénateurs. Est-ce que Donald Trump a fait perdre des chances aux républicains de gagner, selon vous, ou pas? Je ne pense pas, parce que les républicains vivent aujourd'hui dans la trouille des 72 millions d'électeurs que Donald Trump a dans son sac. Donc, personne ne veut fâcher Donald Trump au risque que Donald Trump puisse donner des directives, même pour aujourd'hui, pour demain. C'est pour ça qu'on voit les sénateurs comme Ted Cruz ou les Marco Rubio porter les valises de Trump, parce qu'ils veulent être Trump à la place de Trump. C'est qu'ils n'ont pas compris que Trump ne laissera jamais à quelqu'un l'héritage de ces 72 millions d'électeurs. C'est pour ça que je suis aussi persuadé qu'en Géorgie va se jouer le destin même du Parti républicain, qui aujourd'hui a montré qu'il peut perdre son âme juste pour gagner des élections, alors qu'il aurait pu grandir en disant au président, écoutez, c'est raté. Par exemple, dans le Michigan, vous avez eu 14 fois moins de voix qu'aujourd'hui Joe Biden, mais personne n'a parlé en dehors des républicains qui sont à la retraite, comme les Mitt Romney, etc., etc. Et on peut pas... En tout cas, on verra s'il y a quelqu'un qui a des ambitions présidentielles qui va oser parler pour donner, comme on dit ici, donner un petit coup de tasse, tasser un peu Trump en vue de 2024. Revenons à l'essentiel. Vous avez lu en anglais, vous l'avez lu en anglais. Moi, j'ai commencé à le lire en français. C'est une traduction très parisienne, il faut dire. Vous l'écrivain, vous, le professeur de littérature, est-ce que c'est le président que vous avez reconnu à travers ces 800 pages ou c'est un écrivain? C'est très délicat pour un écrivain de pouvoir juger en fait les mémoires. Les hommes politiques vivent souvent dans cette sorte d'obsession de laisser quelque chose à la postérité. Et le livre, c'est la chose suprême pour eux. Ils vivent toujours dans l'idée que même si on oublie que j'étais président, mais j'ai laissé quelque chose à la postérité qui servira comme de guide, de GPS pour les générations futures. Et dans ce sens, dans ces 800 pages presque, Barack Obama est dans la même lancée. Barack Obama pense d'abord qu'il est écrivain. Il a raison de le penser.
Barack Obama veut d'abord qu'on le voit en tant qu'écrivain. C'est pour ça, par exemple, pour aller présenter le livre en France, il n'est pas allé autour d'une émission politique. Il a choisi l'émission, ou on a choisi l'émission littéraire par excellence, La Grande Librairie de François Bunel, sachant qu'il s'assoit là où s'asseyent les écrivains. Il a en tête aussi que les grands présidents comme les Churchill en 1953 avaient reçu le prix Nobel de la littérature. Obama, lui, elle a reçu le prix Nobel de la paix, ce qui n'est pas toujours glorieux pour celui qui veut être écrivain. Je pense par exemple à un autre Américain, Elie Wiesel, qui a toujours regretté d'avoir reçu le prix de Nobel de la paix au lieu de recevoir le prix Nobel de la littérature. Or, Elie Wiesel est un écrivain confirmé, un grand écrivain. Mais pour Barack Obama, on ne va pas le cacher, la teinte est là. Les images sont fortes, les descriptions, quand il parle de sa famille, quand il fait entrer quelque chose, quand il décrit les personnages, on sent la pointe. Mais en même temps aussi, quand vous le lisez, il est difficile de se détacher de l'aspect politique et de la posture politique qu'il incarne à l'intérieur de ce livre, notamment qu'on sent qu'il est toujours en campagne, je ne sais pas pour quel poste, probablement. Pour la postérité. En même temps, il dit avoir écrit ce livre, il y a mis quand même 3 ans et demi. Et donc, l'avoir écrit pour les jeunes, montrer ce que c'est que de devenir président. Il pense à la présidence, 2 ans après avoir été élu au Sénat pour la première fois, mais rien ne le destinait à devenir président américain quand même. Rien ne le destinait à devenir président américain, mais en même temps, il avait tous les ingrédients pour faire la fameuse success story à l'américaine. C'est-à-dire que le papa, un Africain qui est venu du Kenya pour venir faire les études aux États-Unis, et après il a eu un enfant avec une femme blanche, puis le papa s'est barré, retourné en Afrique, et élevé par la grand-mère. Tout est décrit dans le sens où vous avez vraiment la success story américaine qui va commencer. Il va raconter sa vie, il va raconter son accession au Sénat en 2008, sa campagne. Vous avez tous les ingrédients, mais vraiment à l'américaine. Ça ressemble presque à une sorte d'autobiographie à l'américaine où chaque détail, même le goût, le papaye que vous avez mangé, le repas, le biscuit, tout est annoté, à la différence de certaines biographies qui prennent plutôt les images. Mais ça reste pour moi peut-être l'une des plus belles autobiographies ou les mémoires les plus impressionnantes de la politique américaine à ce jour. Vous allez dans le sens du journaliste américain Fareed Zakaria qui disait que pour lui, c'est un livre incontournable. Alors pourquoi il faudrait lire ce livre, le premier tome? Pourquoi faut-il le lire? Le premier tome est important à lire pour comprendre aussi, paradoxalement, Donald Trump. Parce qu'on comprend à travers la lecture de ce livre que la naissance de Donald Trump ne doit pas être prise comme une certaine opération du Saint-Esprit où il est tombé de nu comme ça. Ça se préparait avec ce parti qu'on appelait le Tea Party, qui était là. On pensait que c'était pour les changements économiques, mais en fait, c'est un parti qui était déjà en train de réveiller l'Amérique la plus odieuse, qui était dans une marmite plutôt jetée au fond de la cuisine. Et ce Tea Party, Donald Trump a pu tisser lui-même quelque chose. Et on sent même que dans ses mémoires, c'était immédiatement une photographie pour opposer 2 Amériques, une qui serait ouverte et qui serait populaire, l'autre qui se plongerait ou se recoquevillerait dans un certain racisme presque abscon. Et c'est ça même l'avantage, le gros point de ce mémoire, c'est la reconnaissance même par Barack Obama lui-même que son accession au pouvoir est aussi un des éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, les États-Unis aient eu Donald Trump. Maintenant, il faut attendre que Donald Trump écrive ses mémoires pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Ça sera un peu difficile pour lui d'écrire, je pense. Surtout que les dernières scènes du livre, c'est ce fameux dîner de la presse là, où il fait de l'humour au détriment de Donald Trump. Alain Bamankou, merci beaucoup d'avoir lu La Terre promise pour nous et on se reparle très bientôt. Vous êtes devenu un ami de l'émission, c'est certain. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.